Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de télévision et de médias. Bien sûr, la CAN est finie, mais on revient justement à l'audiovisuel et ses habitudes de télédiffusion. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui avait fait fureur dans les années 80-90, l'émergence d'une chaîne cryptée qui a révolutionné le paysage audiovisuel dans le monde et surtout en Europe et en Afrique. Je veux parler ce soir de Canal+. Quel avenir pour Canal+ en Afrique? Pour en débattre ce soir, bien sûr, j'ai invité mes deux compères, Reda Harirash, chroniqueur de Al24, et aussi Faisal Matawi, journaliste et aussi chroniqueur de l'émission Mediapro. Alors messieurs, avant de commencer le débat sur Canal+, je sais que vous en connaissez un bout, on va regarder ce VTR qui a été préparé par notre consoeur Maïssa sur justement l'histoire de Canal+. Canal+ a une histoire particulière avec l'Algérie. Elle a fait son entrée à la fin des années 80 dans les foyers algériens et a fait partie du paysage audiovisuel du téléspectateur algérien grâce notamment au cinéma et au sport. Lancée le 4 novembre 1984 par Havas, elle fut la toute première chaîne privée à péage en France. Elle appartient à la société d'édition de Canal+, filiale du groupe Vivendi. Canal+ diffusait essentiellement des films récents en exclusivité et presque tous les matchs de football de Ligue 1, dont elle a acheté pour 600 millions d'euros l'exclusivité des droits de diffusion en 2004. Depuis 2013, Canal+ entre en concurrence avec beIN Sports qui achète des grandes affiches de Ligue 1. Mais la chaîne est semi-généraliste et programme donc également des séries, des magazines, des flashs d'information, des émissions pour la jeunesse, des festivals comme celui de Cannes et de nombreuses émissions de divertissement et d'information dans ses plages en l'air en avant-soirée. En 2009, lancement du bouquet de Canal+ au Maghreb, en Tunisie, en Algérie et au Maroc, en accord avec Arabsat, avec des cartes d'une validité de 6 mois à 1 an. Mais après 2 ans de galère, Canal+ se retire de ce marché. En 2011, à cause du piratage, qui nuit aux résultats du groupe. Canal+ Horizon Maghreb a déjà été commercialisé dans les années 1990, mais a cessé d'émettre dans la région déjà à cause du piratage. En 2010, Canal+ lance Canal+ Afrique et distribue des offres, des bouquets Canal+ au Mali, au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. En 2014, le lancement de A+, a permis d'enrichir considérablement la qualité et le contenu des offres proposées. D'autre part, la prise de participation majoritaire de Canal+ Overseas dans le capital de Tema va accélérer sa stratégie de développement. Fin 2014, Canal+ Overseas compte près de 1,6 million d'abonnés sur le continent africain. En 2015, CanalSat Afrique devient les bouquets Canal+, une offre comprenant une grande variété de chaînes et radios africaines, nationales ou privées. Plus de 45 chaînes et plus de 30 radios africains sont accessibles dès l'offre d'entrée de gamme. Ces bouquets permettent ainsi aux abonnés des zones reculées de certains pays d'accéder à des chaînes nationales qui jusqu'alors ne sont pas diffusées dans leur région. Aujourd'hui, riche de ses offres et de sa proximité avec ses clients, le groupe compte plus de 2 millions d'abonnés en Afrique et a créé à travers ses activités plus de 5500 emplois directs et indirects sur le continent. Le 11 mai 2015, Vivendi annonce une OPA sur la société afin de récupérer le contrôle du groupe. Le 1er octobre, Canal+ est contrôlé à 48,48% par le groupe Canal+ et 51,52% par les fonds propres de Vivendi. Depuis, Canal+ a changé globalement de stratégie et a abandonné plusieurs programmes qui avaient fait sans succès, comme Les Guignols, Nulle part ailleurs et surtout le cinéma et les séries américaines. Voilà, c'était un sujet de Maïssa Kerbaza. Alors, Canal+, première chaîne cryptée d'Europe, deuxième dans le monde après HBO. Que reste-t-il justement de Canal+ en Algérie? On sait qu'au début des années 90, elle avait meublé justement le paysage audiovisuel algérien avec le cinéma et le sport. Aujourd'hui, est-ce que les Algériens regardent Canal+? Oui, mais bonsoir, Salim, nos amis téléspectateurs. Oui, Canal+, évidemment, elle a sûrement un public, bien que le modèle qui a été dans les années 90, début des années 2000, n'est plus le même. Parce que maintenant, il y a les Netflix. Il y a la concurrence, il y a Netflix. Oui, il y a les distributeurs. Il y a les autres chaînes aussi. Il y a les distributeurs, parce que la force de Netflix, de Canal+ à l'époque, c'était le cinéma.
Les gens venaient souvent voir le cinéma surtout et le football. Le cinéma américain. Le cinéma et le football, hein, parce que les gens venaient voir des films parce qu'ils sont nouveaux, etc. Et donc, ça a été sa force, mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait 2 tentatives. C'était dans les années 90. Une première tentative, ils sont restés 1 année, 2 ans. Ils sont partis, je parle de Canal+ Maghreb. On va en parler après, oui. Oui. Et puis Canal+, bon, c'était surtout le Maghreb, ça veut dire l'Algérie et le Maroc. Parce qu'en Tunisie, ils avaient, je pense, une filiale qui aussi n'a pas marché. Et donc, ils voulaient séduire un marché qui était important, selon eux, parce que Canal+ voulait se développer international et c'est même présenté par le Maxime Saada, qui est actuellement le président du directoire de Canal+, et même par Vincent Bolloré, qui est le patron du groupe Vivendi, également du groupe Bolloré, qui possède Canal+. C'est présenté comme un champion français et un champion européen en matière d'externalisation, ça veut dire l'exportation vers l'extérieur. Mais entre-temps, il y a beaucoup de concurrence. Il y a la concurrence aussi des chaînes panarabes, concurrence des autres chaînes qui aussi offrent des films, etc. En plus des plateformes, je pense que l'auditoire de Canal+ à l'heure actuelle a beaucoup baissé, énormément baissé, y compris en France aussi, parce qu'on reviendra après pour les chiffres en France. Justement, le nombre d'abonnés a beaucoup baissé. Reda, comment tu évalues justement aujourd'hui l'état de santé de Canal+, surtout que selon les derniers chiffres, Canal+ a perdu beaucoup d'abonnés en France, mais elle en a gagné beaucoup dans le monde et surtout en Afrique. Oui, je pense que Canal+ sont parfaitement conscients des limites de leur marché en France et en Europe. Et donc, ils ont décidé de mettre le paquet sur ce qu'on appelle en marketing le produit vache à lait. Et l'Afrique, c'est un produit vache à lait pour eux. C'est principalement en Afrique francophone où ils arrivent quand même à faire des marges, où ils ont des marges qui sont de plus en plus importantes. Et Canal+ connaît une croissance importante dans cette région-là. Je pense qu'ils continueront à mettre le paquet pour développer encore davantage, pour élargir leur assiette au niveau des pays d'Afrique francophone, parce que pour le moment, ils tiennent le haut du pavé dans 7 pays francophones principalement, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, oui, le Congo, Burkina Faso. Voilà, ce sont ces 7 pays. Ils espèrent éventuellement élargir à d'autres pays. Pour le moment, ça se passe bien en Afrique. C'est des pays où Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, a des affaires en fait. Oui, Bolloré, il a 42 ports en Afrique. Alors, c'est des pays où Vincent Bolloré avait quasiment été en situation de monopole, parce qu'il a été soutenu et qu'il a ses entrées politiques auprès d'un certain nombre de responsables. Mais dans certains secteurs, comme par exemple dans le domaine de la logistique, ce qui a fait la force de Bolloré, ce dernier souhaite se vendre ses activités qui sont liées à la logistique, pour se recentrer davantage en France dans le secteur de la presse. Et les médias, et surtout presse et médias, et il a besoin d'argent, de plusieurs milliards d'euros. Alors, parce que lui-même, Salim, si vous permettez, lui-même, Bolloré, il a été auditionné récemment par le Sénat français, qui a ouvert une enquête sur la concentration. Pourquoi ? Parce que le groupe Bolloré, qui a déjà... Il a racheté Lagardère aussi. Il veut lancer une OPA sur Lagardère, il possède déjà 43%. 43%, il devra récupérer le maximum. Oui, absolument. Lui-même dit que le secteur des médias, c'est le 2e secteur le plus rentable au monde, après celui du luxe. Et quand il a été questionné sur des projets idéologiques, parce que on reviendra après, si vous voulez, sur la chaîne CNews, qui appartient au groupe Canal+, qui est accusé de faire la campagne des candidats de droite, d'extrême droite, notamment Éric Zemmour. Notons qu'Éric Zemmour, pendant 2 ans, il avait 1 heure chaque jour sur CNews. Bon, on reviendra peut-être après, on en a déjà parlé. Pour lui, les médias, ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il concentre un grand nombre, en plus de l'édition, parce que le groupe Bolloré possède déjà Editis, possède aussi Hachette. Hachette, ça veut dire toutes les maisons d'édition qu'on connaît en Algérie, Robert Laffont, Julliard, Lattès, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cet intérêt grandissant pour les médias et aussi pour la distribution de films et de production de films. Alors, je voudrais revenir sur la ligne éditoriale de Canal+. La chaîne a été lancée à l'époque en 84, présidée par André Rousselet, qui était le directeur de cabinet du président Mitterrand. C'était considéré comme une chaîne de gauche. Peu à peu, elle s'est transformée
comme une chaîne de droite et presque d'extrême droite, puisque Vincent Bolloré obéit au monde des finances proche de la droite, notamment de l'UMP à l'époque et puis et plus tard de Sarkozy. Et maintenant, on parle beaucoup de lui et de Zemmour. Est-ce que l'importance du financement de Canal+ influe sur la ligne éditoriale, sachant qu'au départ, au lancement, c'était en 84, c'était Havas qui avait financé le groupe Canal+, qui était un gros projet audiovisuel, puisque c'était la première chaîne à péage ou chaîne cryptée en Europe. Et plus tard, il y a eu une OPA, justement, en 2015, par Vivendi, qui est un groupe médiatique, style le groupe de Berlusconi en Italie. Oui, CNews CNews, c'est une part Parce que CNews, hein, CNews, c'est une chaîne qui a été rachetée. C'est la chaîne d'info, c'est très important. La chaîne d'info, il y a beaucoup d'influence. Bon, même si Bolloré se défend de dire que même Maxime Saada, qui est le directeur, dit que la part de l'information chez Canal+, elle n'est pas très élevée. Et même la part des profits qu'en rapporte CNews, c'est 0,4% de l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe CNews. Donc c'est minime. Mais effectivement, elle est critiquée, y compris par les médias français, d'avoir donné plus de parole à la droite, l'extrême droite. Le directeur de la chaîne des antennes a été invité aussi par le Sénat en disant que finalement c'est la droite qui faisait l'actualité, mais c'était pas une manière de se cacher pour dire que oui, cette chaîne a fait la campagne de Zemmour et d'ailleurs beaucoup de monde pense que Vincent Bolloré, qui se dit lui-même chrétien-démocrate, c'est quelqu'un de Bretagne, de la région de Quimper, avec Zemmour l'obsession de défendre l'Occident chrétien. Donc il y a tout un projet idéologique qui se décline à travers CNews. D'ailleurs, quand il a fait le rachat de CNews, beaucoup de journalistes ont été conduits à la porte, parce qu'à l'époque c'était iTélé. Et vous vous rappelez qu'il y avait... iTélé était plus de gauche à l'époque. Oui, plus de gauche, et même le Guignon de l'info les a arrêtés, parce que ça apportait un peu une sens... ça critiquait, c'était satirique. Pour dire que le Guignon de l'info... Et surtout le Petit Journal. Oui, le Petit Journal qui critiquait toutes les tendances, pas uniquement la droite, pas seulement ceux de gauche. Voilà. Mais là, apparemment, ça ne plaît pas à Bolloré, qui a intervenu récemment, selon le Canard enchaîné, dans la réécriture d'un scénario qui s'appelle Paris Police 1900, parce que ça évoquait la relation entre l'Église et le pouvoir politique. Maxime Saada dit que non, on a revu parce qu'il faut augmenter l'intrigue policière. Canal+. Et voilà, c'est-à-dire qu'on intervient même dans le travail de création pour dire qu'il y a effectivement une orientation de droite et même européenne. Je pense qu'avec le groupe Lagardère, il y a une volonté aussi de récupérer cette chaîne qui est avec donc, tout le groupe. Il y a eu une grève aussi des journalistes européens, parce qu'il y avait Lagardère qui est arrivé, qu'il a essayé aussi d'influencer sur les médias. Et c'est pour ça qu'il y a une attitude, y compris dans le Parlement français, en pensant qu'il y a une orientation. À Canal+, il y avait plein de dirigeants qui étaient proches de la gauche. Pierre Lescure, qui est aujourd'hui président du festival de Cannes. Il y avait Alain de Greef, qui était directeur des programmes, qui était... très ouvert en matière de création. Il se faisait même critiquer par les Guignols, alors que c'est lui-même qui avait accordé un petit peu cette liberté de temps pour les Guignols, qui critiquaient aussi bien les hommes politiques que le président à l'époque Chirac. Oui, parce que j'étais aussi agacé. Il faut noter aussi que l'audience de Canal+ a beaucoup baissé. Et la Canal+ a perdu depuis 2014-2015 entre 4 et 500 millions d'euros chaque année. C'était vraiment un produit. Et c'est pour ça que Bolloré dit que je suis venu sur ça, pour sauver le groupe, parce que c'est un groupe qui est un champion européen. La part d'audience de Canal+ en France, selon les dernières statistiques qui datent de cette semaine, c'est 6,3%. Comparé au groupe France Télévisions, c'est 28%, TF1 c'est 26% et M6 c'est 14%. Donc, n'oublions pas que c'est une chaîne cryptée. Hein. Chaîne cryptée, mais on ne calcule pas. Alors, souvent, les audiences de Canal+ sont calculées selon les programmes en clair. Par exemple, le programme divertissement de talk show comme Nulle part ailleurs, qui était très regardé. Il y avait aussi les programmes des Guignols qui étaient très regardés et surtout les petits journaux à l'époque qui étaient très regardés. Par la suite, si on calcule l'audience réelle,
si elles n'étaient pas cryptées, les matchs de foot de Canal et certains films de cinéma étaient très regardés aussi. Oui, mais Canal+ a perdu la Ligue aussi. Oui. À un moment donné, Elle n'a pas perdu la Ligue, elle a partagé la Ligue. Elle a partagé, non, en 2018, lorsqu'il y a eu avec Media Pro, etc., ça a beaucoup perdu. Et les responsables de la chaîne pensent que le football attire aussi des abonnés. Il faut seulement noter que le nombre d'abonnés de Canal+ dans le monde est de 20 millions. Comparé à Netflix, c'est 220 millions. Vous voyez, c'est 10 fois plus. Et donc la comparaison, et c'est pour ça qu'il faut noter aussi que Canal+ est devenu un distributeur d'applications. Tu compares une mastodonte internationale, enfin internationale qui est sur le net, par rapport à une chaîne de télévision. C'est pas la même chose. Non, mais dans la logique de la chaîne et du groupe, c'est justement de se mettre sur le net et aussi faire de la distribution exactement comme Netflix. Tout à fait, oui. Et il y a une application qui s'appelle MyCanal, qui est nouvelle. MyCanal qui concurrence Netflix. Qui veut concurrencer Netflix. Et le paradoxe, c'est que Canal+ distribue aussi Netflix en France. Tout à fait. Oui. C'est un véritable paradoxe. Ça veut dire qu'en même temps, ils reconnaissent que il n'y a pas que Netflix, il y a aussi Amazon. La politique de Canal+, pardon, Faisal, la politique de Canal+, c'est de reconnaître la force de l'adversaire. C'est pour ça qu'elle a partagé un petit peu avec beIN Sport, faute de tout perdre. Donc, elle a préféré partager un petit peu la Ligue 1 et même certains matchs importants de la Champions League que de perdre définitivement les matchs de football et perdre ce qui faisait sa force, qui était le sport, en fait. Et oui, parce que le Canal+ considère que la Ligue 1 en France, c'est un contrat historique. C'était 36 ans, 37 ans. Ils ont toujours Canal+ était sponsor de l'équipe de France. Sponsor de France, ils sont présents. Ouais. Le rugby aussi, le top 14, etc. La Formule 1. La Formule 1. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, beIN Sport, c'était aussi un géant qui peut aussi avaler Canal+ en matière sportive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements. Et je pense que Canal+ a mis 3,5 milliards d'euros d'investissement pour les prochaines années. On pense en pouvoir atteindre presque 35 millions d'abonnés en 2025. Donc c'est très loin de Netflix, d'Amazon, d'Apple, etc., Disney, etc. Donc ils savent que c'est un petit parmi les grands actuellement à l'échelle mondiale, bien qu'il y ait une volonté de s'internationaliser. Faisal, tu compares à une télévision à des plateformes de VOD, c'est pas la même chose. Oui, les responsables de Canal+, et vous les écoutez, ils considèrent Netflix et Amazon comme des concurrents. C'est très clair. Parce qu'ils sont dans la distribution de films. Eux, ils sont dans la distribution des films. Et ils veulent investir presque 600 millions d'euros pour produire des films, pour les distribuer et pour avoir les droits. Parce qu'en France, selon la réglementation, les séries, par exemple, la série Versailles a été rachetée par Netflix et présentée comme une série originale de Netflix alors qu'elle a été produite par le groupe de Canal+. Groupe Canal+. Voilà. Oui. Et parce que n'oublions pas, ils ont une société qui s'appelle Studio Canal, qui produit pour le cinéma et la télévision. Reda, tu as un peu échappé au débat, il t'a pris la parole. Je voudrais avoir ton avis justement sur la ligne éditoriale, je reviens là-dessus, sur la politique chez Canal+. Je disais tout à l'heure qu'André Rousselet était un proche de Mitterrand. Quand Mitterrand est sorti du pouvoir, André Rousselet a quitté Canal+ et a laissé un petit peu vadrouiller un petit peu Canal entre Vivendi et les autres participants. Aujourd'hui, est-ce que Canal+ est une chaîne de gauche ? Il faut revenir à l'origine, en fait. Au moment de la création de Canal+ en 1984, le champ audiovisuel en France était largement imbibé par des courants politiques de gauche, puisque le président François Mitterrand qui est arrivé... Qui a libéralisé le champ audiovisuel en 1981 quand il est monté au pouvoir. Tout à fait, non seulement... Les radios, les télés, il a... avant, la France avait 3 chaînes de télévision, TF1, France 2 et France 3. Et puis quand il est arrivé, il a dit il faut ouvrir. Et c'est là qu'est apparu Canal+ en 84 et 85 la 5 et TV6 qui deviendra plus tard Métropole 6 ou M6. Et la 5 s'est arrêtée. La 5 est arrêtée pour des raisons politiques. Voilà. Tout à fait. Mais en 1984, on était quand même, disons, politiquement, la France, elle était nettement marquée par les courants de gauche qui étaient encore assez puissants, que ce soit les socialistes et même les communistes, hein, ils avaient leur voix. Au niveau des acteurs de cinéma, on avait des acteurs de cinéma qui étaient encore connus et qui s'imposaient et qui avaient une ligne idéologique qui était marquée par les conflits des années
les conflits de décolonisation des années 60 et 70. Je pense notamment à des acteurs comme Simone Signoret, Yves Montand et d'autres. Donc ces gens-là, ils étaient encore présents et on avait un champ audiovisuel au-delà même de Canal+, qui était nettement dominé par les courants dits progressistes. Donc c'est une autre époque. Mais après donc, le départ de François Mitterrand et surtout l'arrivée de Jacques Chirac. L'arrivée de Jacques Chirac est plus précisément à partir du deuxième quinquennat de Jacques Chirac, c'est-à-dire avec l'arrivée de Sarkozy. L'arrivée de Sarkozy, oui. Et la montée surtout des courants dits néoconservateurs en France, parce qu'il va y avoir une conjonction entre des courants politiques dits néoconservateurs et ça va de pair avec une concentration du champ audiovisuel entre des mains qui sont plutôt à droite. Tout à fait. Avec la montée notamment de Bolloré, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a une droitisation même du champ audiovisuel, puisque même s'il y a eu des résistances au départ avec des dizaines de journalistes à iTélé qui ont essayé de freiner ça, eh ben, ils ont été mis devant le fait accompli, puisque finalement, le mot ne revient plus à celui qui veut exprimer librement et clairement son opinion, mais à celui qui détient le capital. C'est celui-là qui impose le là. C'est pour ça qu'il y a des craintes, il y a une ouverture d'une commission d'enquête au Parlement. La dernière fois, c'était en 2015-2016. La crainte qu'il y ait une concentration de médias. Voilà, exactement. Parce que l'édition pour Havas et Editis, c'est presque 80 maisons d'édition qui est aux mains d'un seul homme, qui était le groupe Bolloré. Oui. Bon, c'est vrai que Vincent Bolloré dit qu'il est consultant parce que maintenant c'est son fils, sa famille, notamment son fils Yannick, qui gère. Concentration aussi des hebdomadaires, comme le Journal du Dimanche, comme Paris Match et les autres, les journaux aussi, les journaux, la presse spécialisée. En plus de la télévision, donc ça fait beaucoup, parce que Canal+, il y a beaucoup de chaînes. Hein, c'est pas, oui, pas seulement les Canal+. Oui, pas les chaînes Canal+ Cinéma, Décalé. C'est un bouquet, en fait. Et donc, on s'est arrivé à 18 chaînes. Absolument. C'est concentré par un groupe qui va lancer l'OPA sur un autre groupe qui est Lagardère, ça deviendra un groupe de droite. C'est vraiment ça, c'est-à-dire beaucoup de médias qui sont détenus par un seul homme. Et donc, effectivement, ça pèse sur l'opinion et ça pèse aussi sur la diversification d'opinion. Le président Hollande, dans une interview à Corriere della Sera, qui est un journal italien, qui date d'octobre, il dit clairement que Zemmour, Trump est venu à la présidence, à la Maison-Blanche, de la télé-réalité, parce que vous savez que oui, il a fait de la télé-réalité. Il a même joué dans le film « Maman, j'ai raté l'avion ». Absolument. Et Zemmour, c'est un candidat qui a un groupe audiovisuel. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment presque du jamais vu dans l'histoire de la France, qui est un pays démocratique où on tente d'ouvrir le débat à tout le monde. Et les craintes sont exprimées en ce sens. Parce que plus vous concentrez les médias en main d'un seul homme ou d'un seul groupe, plus il n'y a plus de liberté d'expression, plus il n'y a plus de diversification d'opinion. Justement, j'ai vu la dernière fois un débat entre Mélenchon et Éric Zemmour sur C8, avec Cyril Hanouna. J'étais étonné que deux potentiels candidats à la présidentielle française font un petit peu un débat contradictoire sur une petite chaîne de la TNT qui est C8 et qui appartient au groupe Bolloré. Parce qu'on veut la faire monter aussi. Oui, elle a été déjà fait monter. C'est-à-dire avec le programme de Cyril Hanouna qui est un programme de divertissement. Hein. Il gagne beaucoup d'audience. Et en introduisant un petit peu la politique dans le divertissement, ça fait un beau mélange pour de bonnes audiences. Dans le langage audiovisuel, on pense que Mélenchon et Zemmour, c'est des bons clients. C'est un terme utilisé. C'est très bons clients. Dans le jargon. L'un est l'extrême. Oui, voilà, les deux extrêmes. Bon, Mélenchon, je ne sais pas, il n'est pas dans l'extrême gauche. Bon, il est dans la gauche. Mais le fait. L'extrême gauche, mais vraiment à la limite. Quoi. Certains diront la gauche de la gauche. Mais le fait de les ramener, on pense que ça ramène l'audience. Et le souci des dirigeants de Canal+ actuellement, c'est d'avoir plus d'abonnés. Et c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, ils veulent distribuer Disney et Netflix, le groupe Canal+. Tout à fait, oui. L'idée, c'est de capter plus d'abonnés, puisqu'ils disent qu'ils veulent utiliser la force de ces plateformes donc pour avoir plus d'abonnés et plus de présence, notamment à l'échelle internationale, puisque Canal+ pense qu'elle défend aussi certaines valeurs européennes. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur l'histoire de Canal Horizon.
Alors, Oui. Canal Horizon a été lancé en 2009 dans le Maghreb par Serge Adda. Serge Adda, qui est un Tunisien, enfin un franco-tunisien né à Tunis, qui est le fils du chef du Parti communiste tunisien, Oui. qui a fait justement le succès de Canal Horizon. Il a lancé en Tunisie, après au Maroc et en Algérie, mais ça n'a pas marché à cause du piratage. Oui. Les Algériens préféraient pirater Canal+ et avoir toutes les chaînes, parce qu'il faut préciser que Canal Horizon, ils n'avaient pas tous les programmes de Canal+. Ils avaient quelques films français, Oui. quelques programmes de sport locaux, pas de Champions League, de Ligue française, pas de films américains, etc., etc. Donc, ils étaient un petit peu déçus par la formule de Canal Horizon et ils ont opté pour le piratage. Et ça, malgré qu'il y avait des distributeurs de Canal Horizon en Algérie, même en Tunisie, au Maroc, ils n'ont pas duré plus d'1 année et demie. Oui, parce que vous avez dit, il y a la question du piratage. À l'époque, je me rappelle, la carte prépayée était de 2000 dinars par mois. 2000 dinars par 24 000 dinars par an. C'était beaucoup pour le pouvoir d'achat. Ouais. Et ils achetaient la carte pour 1 année. Pour 2000 dinars 1 année. Piraté. Non, oui, piraté. Piraté Oui. 2000 dinars. C'était même jusqu'à maintenant, Canal+ est piraté. En Afrique notamment. C'est pas la carte aujourd'hui, c'est le décodeur qui est... C'est le décodeur qui est voilà. piraté, donc il y a des logiciels qui le permettent. On ne fait pas le plaidoyer pour le piratage, bien sûr. Mais on pense que Canal+ considère ça comme une menace pour leur... Ils ont beaucoup investi dans la lutte contre le piratage. Ils ont beaucoup investi. Y compris avec les autorités algériennes. Ouais. À l'époque, en 2011, ils ont quitté l'Algérie en février 2011. Ils sont restés à peine 2 ans. Mais je pense que l'autre problème de Canal Horizon, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y ait des valeurs au Maghreb. C'est-à-dire que les chaînes, quand vous ramenez des chaînes avec un bouquet avec 25 chaînes, où il n'y a pas de valeur, par exemple, il n'y a pas de programme en langue arabe, il n'y a pas d'émission de cuisine, par exemple, bien ils ont voulu se rattraper après en créant la cuisine d'Abdel, etc. Ils ont racheté les droits du championnat algérien à un moment donné. Oui, et puis, il y a eu, je pense, un conflit avec le NTV. Le match Ils ont diffusé quelques matchs. Et notamment le match Sétif-MC Alger, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont quitté. Donc, le fait qu'ils n'avaient pas calculé aussi le pouvoir d'achat, parce qu'au départ, lorsque les responsables ont signé avec Arabsat, parce que c'était diffusé à travers Arabsat, Badr 6 qui n'est pas reçu en Europe, parce que c'était pas le public. Comme la majorité des Algériens n'étaient pas branchés sur Arabsat, il est beaucoup plus sur Nilsat. Il y a le choix du satellite, les valeurs qu'ils avaient véhiculées, les pouvoirs d'achat, et ils pensaient que les Algériens ou les Maghrébins sont en majorité francophones. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait le plaidoyer pour cette chaîne au Maghreb, on disait qu'il y a 13 millions de foyers en Algérie. Pensaient pouvoir toucher 13 millions d'abonnés à l'époque. Alors, en tout et pour tout, après 2 ans, ils n'ont eu que 100 000 abonnés. Donc c'est vraiment une perte pour la... Donc il y avait une mauvaise étude du marché à mon sens. Oui, mais surtout, il faut insister quand même sur la principale limite, c'est que le système de cryptage qu'ils avaient mis au point, qui était de dernière génération, V-Access, n'a pas été opérant. C'est ça le problème. Donc, parce que lorsque le président, le PDG de Vivendi, Bertrand Meheux, avait dit qu'il était obligé donc d'arrêter cette formule-là parce qu'il y avait trop de piratage aussi bien en Tunisie qu'en Algérie. Même au Maroc. Et au Maroc également. En quelque sorte, il rejette la faute sur les consommateurs nord-africains. Alors qu'au départ, c'est V-Access qui n'a pas fait ses preuves, pas été efficace. y compris la dernière génération. Tout à fait, oui. Y compris la dernière génération. Donc la sécurisation, c'est du ressort de Canal+. Oui. Voilà. Oui, mais ils ont jeté un petit peu la balle aux autorités locales à l'époque, disant qu'ils n'avaient pas su lutter contre le piratage, notamment la vente des décodeurs, enfin des démos qui décodaient Canal+. Oui, il y avait des cartes, notamment la carte Omnia. Omnia, voilà. La carte Omnia qui a été utilisée, c'était une carte pirate. Une carte blanche. Voilà. Il n'y avait aucun insigne, aucun logo. Exactement, oui, mais aussi le contenu. Qui est flashé chaque mois. Oui, tout à fait. Pour 200 dinars. Il y avait aussi un problème de contenu, parce que vous l'avez dit, Salim, c'est que c'est 25 chaînes d'abord, des films, le nombre de films n'est pas très élevé, il n'y avait pas beaucoup de programmes sportifs, il y avait uniquement l'émission du débat du dimanche soir, etc. Donc pour les gens, ils ont
compris qu'avec un prix aussi élevé, on n'allait pas leur proposer ce programme. À l'époque, on disait que c'était une arnaque. Hein, parce oui, c'est presque une arnaque. Les gens, quand ils achetaient la carte de Canal+ Horizon, se disaient qu'ils avaient la même carte qui était vendue en France. Oui. Alors que c'était faux. Ils avaient un sous-programme de Canal+ en France. En fait. C'est pour ça qu'ils se sont rattrapés plus tard. Le marché maghrébin, visiblement, n'est pas ciblé par Canal+ actuellement. Selon sa stratégie de développement, c'est surtout ils veulent investir dans le marché africain et également asiatique. Bien que l'Asie, c'est très compliqué. Même européen. Canal+ existe aussi en Pologne. Oui, je pense qu'ils ont acheté le groupe M7, qui est un opérateur de télévision dans 7 pays de l'Europe orientale. Tout à fait. Ils sont déjà présents en Pologne. Surtout. En Pologne et en Myanmar, en Asie. Et dans les Caraïbes aussi, parce qu'ils ont créé aussi un canal Outre-mer, Canal+ Outre-mer. Et donc le Maghreb à l'heure actuelle n'est pas dans les visions de Canal+. Alors vas-y Reda, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, et puis il faut dire aussi que le marché africain, le marché donc africain, notamment l'Afrique de l'Ouest, correspond davantage à la politique de promotion de Canal+. Pourquoi? Parce qu'ils sont actuellement en train de cibler 2 catégories. La première catégorie, ce sont les jeunes, les 15-34 ans, sont très demandeurs des produits Canal+ en Afrique de l'Ouest, et en plus des catégories socio-professionnelles qui sont aisées, les cadres... la classe moyenne. La classe moyenne, et même plus les cadres ivoiriens et sénégalais sont très friands des produits de Canal+. Donc ils trouvent leur compte. Et tout ce beau monde-là, aussi bien les jeunes que les catégories, les CSP les plus aisés, sont entièrement francophones. Oui, c'est ça. Mais contrairement au Maghreb, le Canal+ Horizon a marché en Afrique. Récemment, la Coupe d'Afrique, par exemple, a été diffusée sur Canal+ Horizon, au grand bonheur de certains pays, comme le Sénégal. Mais au Maghreb, ils resteront toujours limités. Pourquoi? Parce qu'il y a Bein Sport. Oui. Et il y a les chaînes aussi des pays arabes autres que le Qatar qui sont là pour concurrencer Canal+. Ce qui n'est pas le cas. En Afrique de l'Ouest, il y a les chaînes panafricaines qui sont regardées. Hein. Il y a 25% des Ivoiriens qui regardent ces chaînes-là, mais ils regardent ces chaînes-là pour d'autres thématiques. Alors que tout ce qui concerne le sport et le divertissement, Canal+ fait largement l'affaire. Donc je ne sais pas s'ils vont un jour se recentrer sur le Maghreb ou l'Afrique du Nord, sachant que maintenant ils savent qu'il y aura toujours une rude concurrence en provenance des pays arabes. Voilà. Oui. Non, mais je pense que c'est aussi. Et qu'en plus de ça, il y a des locuteurs arabophones qui sont de plus en plus importants au Maghreb. Le problème de Canal+, c'est justement la langue, parce que il ne va pas du tout céder sur la langue française. C'est leur droit, parce que je suis française à la limite. Et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés d'accès. Bon, dernièrement, ils ont lancé Canal+ Éthiopie, 25 000 abonnés à peu près. Et le nombre d'abonnés total depuis la présence de Canal+, ça fait presque maintenant en Afrique, n'est pas très très élevé. C'est 2 millions d'abonnés. Parce qu'on oublie aussi que le pouvoir d'achat dans beaucoup de pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, est très bas. Oui. Le prix d'accès en Afrique varie entre 7 et 70 euros. Oui, mais Canal+ a compris que pour capter le téléspectateur africain, ils sont obligés d'incorporer des programmes africains, notamment des programmes de divertissement, des programmes sportifs. Même, par exemple, quand il y a des matchs, il y a des consultants africains qui commentent justement les matchs de la CAN ou les matchs de qualification de la Coupe du Monde. Surtout que en région subsaharienne, c'est plus Bein Sport qui détient les droits, mais c'est le groupe Lagardère, notamment Sport 5 et Canal+, qui garde un petit peu la diffusion des matchs pour la CAN et pour la qualification Coupe du Monde. Oui, parce qu'ils veulent rattraper l'erreur qu'ils ont commise en région Maghreb par rapport aux valeurs véhiculées. Parce que je pense que même Canal+ maintenant se met à acheter aussi certaines productions africaines, parce qu'il y a quand même une grande production de séries, de feuilletons en Afrique, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Kenya aussi. Au Congo. Oui, au Congo, effectivement. Et donc, pour un peu parler aux Africains, parce que l'idée, ce n'était pas de s'adresser à eux de l'extérieur, mais aussi que les Africains sentent. Et même l'offre, elle est plus importante. Je pense qu'il y a plus de 200 chaînes, y compris les chaînes nationales. Les chaînes nationales africaines, par exemple au Burkina Faso, au Gabon, sont sur ce bouquet de Canal+, avec l'idée de... Parce que l'obsession, j'allais dire, des dirigeants de Canal+, c'est d'avoir le plus d'abonnés. Bon, en essayant d'avoir des tarifs
plus ou moins concurrentiel, mais en même temps, on voulant s'élargir aussi parce qu'il y a aussi des valeurs. C'est un peu, c'est dit par le patron de Canal+, Maxime Saada. Il parle de valeurs, parce que lui, c'est aussi le patron de Dailymotion et de Studio Canal. Les valeurs européennes, les valeurs culturelles, on doit exporter notre culture, etc. Parce qu'ils sont clairement bousculés par les contenus américains, de plus en plus puissants. Les Amazon et Apple et Netflix, c'est presque 500 millions à 600 millions d'abonnés à travers le monde. C'est presque 1 milliard. Donc vous voyez que... Et maintenant, il y a d'autres contenus qui arrivent, parce qu'il y a les contenus de chinois qui arrivent, japonais, Justement, parlons des Chinois. Sud-américains également. Est-ce que l'erreur de Canal+, de garder la chasse gardée seulement dans la région subsaharienne ou la région francophone d'Afrique, ils ont perdu le Maghreb ou la région d'Afrique du Nord, notamment les pays maghrébins, mais aussi les pays, la Libye et l'Égypte. Mais ils investissent beaucoup dans les pays subsahariens. Mais il y a un espace ou une région qui est très, très peuplée, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou bien le Ghana, qui sont anglophones et qui sont dominés aujourd'hui par les chaînes cryptées, notamment la chaîne cryptée, enfin le groupe audiovisuel chinois StarTime. StarTime, aussi le groupe Sky, le groupe britannique aussi. Oui, le groupe américain aussi. Et Canal+, maintenant, est devenu le premier actionnaire de MultiChoice. MultiChoice, c'est un groupe qui fait la distribution de télévision dans l'Afrique lusophone, portugais comme l'Angola ou le Cap-Vert. Et je pense qu'ils sont en train d'être présents au Cap-Vert et l'Afrique anglophone. Mais je pense que ça sera très compliqué. Très compliqué parce que d'abord, il faut produire des programmes en anglais, faire les doublages, faire les sous-titrages, tout ça, faire des choix. Et donc leur stratégie, je pense que c'est une stratégie à petits pas. Bien que Canal+ maintenant veut se diversifier dans d'autres secteurs, surtout la production de films. Hein. Ils ont créé la filiale Canal+ Overseas. Est-ce que Overseas. Oui. Overseas, est-ce que cette politique de l'Overseas a échoué un petit peu? Parce qu'on sait que, par exemple, dans le Maghreb, elle a échoué, mais même en Afrique, n'a pas donné ses fruits. Et aujourd'hui, elle a été transformée en Canal+ international. Non, parler d'échec, non. Parce qu'il y a maintenant une stratégie. Ils savent que la concurrence est rude. Mais très, très rude. Et c'est devenu même une idée de fierté patriotique. Parce que c'est un peu ce que le discours développé par les responsables de cette chaîne pour dire que c'est un fleurant qui s'exporte bien, ça apporte des valeurs, notamment en matière de cinéma, parce que les deux piliers de Canal+, c'est le cinéma et le football. Et donc, il y a un grand programme d'investissement pour investir et pour capter les plus jeunes. Capter les plus jeunes, être présent dans plus d'espaces, en plus de l'Afrique, de l'Asie, en Europe, parce qu'il cible aussi l'Europe, notamment l'Europe orientale, où l'audience de télévision est toujours très très élevée, comme en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et d'autres pays. Mais je pense que ce sera très, très compliqué dans le futur. Parce que Netflix, personnellement, je pense que Netflix va finir par avaler Canal+. Je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison. Parce que ils ne vont pas être contents. Avec Amazon aussi, parce que Amazon est aussi... c'est une grosse capitalisation boursière. Et aussi Tencent, le chinois Tencent, parce qu'on a tendance à l'oublier. Oui. Sa capitalisation boursière, c'est presque 500 milliards de dollars. Et donc, c'est des groupes qui vont venir. Ils ne vont pas laisser, même la concurrence, enfin, ils ne vont pas laisser Canal+ se développer seul en Afrique, je pense. Oui, Reda. Mais il est vrai que dans le domaine culturel, la France reste quand même assez protectionniste parce que elle a comme politique de défendre ce qu'ils appellent l'exception française en matière de culture. L'exception culturelle. Oui, culturelle, bien sûr. C'est l'exception culturelle qui fait que ce n'est pas demain qu'ils laisseront tomber Canal+. Il y a ça. Maintenant, si Canal+, ils arrivent par exemple à développer leurs produits dans un pays comme le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. Donc c'est un gisement pour eux. Qui échappe à Canal+. Qui pour le moment, est-ce qu'il échappe complètement? Ils sont parfaitement conscients, mais il faudrait pour cela qu'ils développent davantage l'offre et qu'ils se lancent pleinement et entièrement dans la langue française. Parce qu'en Afrique, s'ils veulent élargir leur assiette, donc
de téléspectateurs, il faut savoir que les principaux pays qui sont peuplés, ce sont des pays qui sont anglophones ou autres. Oui. Je vous donne l'exemple, c'est bien de donner quelques chiffres. Le Nigeria, 200 millions d'habitants, et juste après, vous avez l'Éthiopie, 100 millions, l'Égypte, 100 millions, le Congo-Brazzaville, 70 millions, et l'Afrique du Sud après. L'Afrique du Sud, le Soudan. Donc, les pays francophones ne sont pas très peuplés. Ils ne sont pas très peuplés, les principaux pays, voilà, presque pauvres. Les principaux pays africains, les grands pays qui riches, peuvent fournir, oui. Je dirais, des gisements de consommateurs, ce sont les pays essentiellement anglophones. Anglophones et pétroliers aussi. Hein, et économiquement voilà. Oui, tout comme à fait. Le Nigeria et l'Afrique du Sud. Oui, oui. Donc, les pays, qu'est-ce qu'ils ont comme le pays francophone le plus peuplé? C'est Congo-Kinshasa, 70 millions. Voilà. Oui. C'est vraiment le pays le plus. Et puis après, vous avez immédiatement après une série de petits pays qui aussi entre 10 et 15 millions d'habitants. Mais ils ne font pas le poids avec les pays de l'Afrique anglophone. Donc, s'ils ont réellement la volonté de diversifier leurs produits, en optant réellement pour un investissement dans le domaine linguistique, ça leur permettra d'avoir, je dirais, des revenus plus importants. Est-ce que c'est une grosse perte pour Canal+ Horizon ou Canal+ Afrique, le Maghreb, sachant que le Maghreb a le taux culturel est plus important, oui, tout à fait. Le taux de développement humain plus important, le Maghreb, économique quand même, plus important. Oui, le Maghreb, c'est quand même 100 millions, 100 millions, 100 millions d'habitants. Entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est une élite aussi. On enlève la Libye. Ah oui. Non, on intègre la Libye, c'est un pays maghrébin aussi. Oui, c'est un pays maghrébin, mais qui n'a pas beaucoup de francophones, hormis quelques dirigeants. Oui. La Libye est une ancienne colonie italienne. Oui. Donc les Libyens parlent plus l'anglais et éventuellement l'italien, très peu le français. Très peu le français. Donc pour dire la langue française. Il y a une élite qui parle français en Égypte. Mais le Canal+ se développe en Ghana, Sierra Leone, la Gambie. L'Éthiopie, vous l'avez dit, pour des raisons de population, de démographie, parce que c'était un défi. Mais quand même, on peut se poser la question, pourquoi, par exemple, Canal+ Afrique ne diffuse pas par les langues locales africaines? Il n'y a pas de programme en Swahili, en Bambara, en Hassaniya, en Mauritanie, par exemple, ou en Peul, etc. Pourquoi donc c'est pour ça qu'il y a une question de valeur qui vient derrière, des valeurs culturelles, etc. Pour imposer la langue imposer de ou Molière, être présent aussi en Afrique, mais je pense que ce sera linguistique. Sur le plan linguistique et culturel, parce que la langue aussi c'est un véhicule de culture, et donc je pense que dans le futur ça sera de plus en plus compliqué, parce que c'est pas tout le monde c'est tout le monde qui lorgne du côté de l'Afrique. Hein. C'est un marché de presque 800-900 millions. Même l'orientation justement des productions audiovisuelles de Canal+, comme Versailles et 1900, c'est des productions typiquement culturelles françaises. Oui. Disons, qui parlent de l'époque, la série Les Trois Mousquetaires, Versailles surtout, beaucoup de séries comme ça, françaises, développent un petit peu la culture politique, mais aussi sociale française. Absolument. C'était une chaîne, donc une production, vous le savez très bien, Salim, pour les films ou pour les séries, il y a beaucoup de valeur. Je pense que la série de Canal+ qui a le plus marché, c'est Le Bureau des légendes. Parce que ça parle pour une autre orientation aussi. La première saison, je pense qu'ils sont à la deuxième saison, il y a eu 2 saisons. Ils sont à 4 saisons. C'est à 4 saisons, mais oui, c'est vrai, 4 saisons. Et c'est la série qui a le plus marché dans le monde, suivie de Versailles. Parce que maintenant, à travers les plateformes de Netflix, etc., on revient aussi à raconter l'histoire de l'Europe. Évidemment. Mais comme tu l'as dit l'émission précédente, tout ce qui concerne les séries qui parlent d'espionnage marche très bien. Oui. Et comme le Bureau des légendes parle de l'espionnage de la DGSE à l'époque, enfin même maintenant, hein, donc c'est une série qui était actualisée. On parlait de la décennie noire en Algérie, on parlait de la guerre en Syrie, la guerre en Irak et même en Russie. Donc il y avait tout
tout un scénario planifié sur l'actualité qui collait actuellement à ce qui se passe dans le monde. Oui, les séries d'espionnage, même les films d'espionnage. Oui. Il y a bien qu'à citer l'agent 007. Qui est un très mauvais exemple. Les critiques détestent. Oui, les critiques, mais le public aime. Donc parfois, il y a toujours il y a un équilibre. Un décalage entre les critiques et le public, parce qu'il y a toujours des histoires, les gadgets qu'on essaie, etc. Ça a toujours séduit le public, le monde de l'espionnage, le monde du secret. D'ailleurs, Arte, je pense que bientôt va lancer une série qui s'appelle Alger Confidentiel. C'est Alger Confidentiel, parce qu'on m'a envoyé le dossier de presse, j'ai lu un peu... Alger Confidentiel. Oui, je pense qu'une partie de l'histoire se passe en Algérie. Parfois, ça passionne lorsqu'on parle d'un pays, d'une histoire intrigante qui se passe dans un pays en dehors de la France, ça peut intriguer. Et évidemment, les scénaristes, vous le savez très bien, Salim, piochent parfois dans les dossiers des services secrets ou de la police, etc., pour développer des histoires, ou pour les romantiser, ou pour en créer des scénarios, dont par exemple la série Paris Police 1900, qui aussi a eu un succès de la part de Canal+. Pour les royautés aussi impressionnent les gens, comme The Crown, La Couronne, la série britannique que tout le monde a suivi parce que ça a plongé un peu dans l'histoire de la famille régnante en Grande-Bretagne. Et donc les producteurs misent aussi sur ça, et je pense que Canal+ aussi mise sur la production et pour devenir un grand distributeur, parce que Canal+ est un producteur. Et là, en plus de ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur l'abonnement, etc., Canal+ voudrait aussi développer le segment production pour être présent dans les cinémas du monde, dans les cinémas à l'étranger, oui, dans les salles de cinéma et dans les télévisions aussi. Alors, j'ai une question qui parle justement de cinéma, puisque tu es un spécialiste, Faisal. À l'époque, ils avaient un responsable dans le service de production Canal+, Nicolas Boukrieff, il est d'origine algérienne. Il avait beaucoup insisté sur les productions locales. C'est lui qui a créé un petit peu le concept de production locale de Canal+. Pourquoi Canal+, par exemple, n'a pas misé sur, quand ils étaient par exemple en Afrique ou bien dans le Maghreb, sur des productions locales, c'est-à-dire comme le fait Netflix, parler des séries tournées dans les pays dans lesquels ils sont visés, par exemple Narcos en Colombie et au Mexique, Casa de Papel en Espagne, oui, Arsène Lupin en France. Chaque série doit parler de l'environnement dans lequel elle est diffusée. Pourquoi Canal+ n'a pas misé justement sur la production locale, notamment dans le Maghreb ou en Afrique, pour attirer plus de téléspectateurs? Oui, je pense que dans le futur, c'est ce qu'ils vont faire. C'est trop tard maintenant. Non, oui, bon... Parce que Netflix est passé par là. Oui, par exemple, Squid Game, qui est la série sud-coréenne. Oui, coréenne. C'est la série la plus vue de toute l'histoire des séries. C'est normal, mais tu sais pourquoi? C'est un grand succet pour Netflix. D'abord, il faut préciser que la série a été vue en Asie. Oui. Et l'Asie, ils ont un potentiel une audience énorme, plus d'1 milliard. Donc, c'est normal qu'elle est très vue. Donc, c'est pour ça que n'oublions pas qu'elle est passée à un succès en Corée du Sud, après en Chine, après elle est arrivée en Europe, après en Amérique et maintenant dans le Maghreb et en Afrique. Oui, mais... Donc c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, une série qui est produite par Canal+ ou qui parle de l'environnement français n'est pas vue de la même manière qu'en Asie ou bien en Amérique. Surtout que comme les Français sont protectionnistes chez eux, il n'y a pas plus protectionniste en matière de cinéma que les Américains. Oui, en fait, je pense que Netflix, Canal+, en matière de création, en matière de fiction, ils sont en train de marcher sur les pas de Netflix, pour savoir un peu qu'est-ce que peut intéresser le public. Oui. Parce qu'une histoire franco-française, et vous savez que sur les dernières statistiques, en 2020, sur les 15 films les plus vus qui ont enregistré le plus d'entrées en France, 13 sont américains. Et donc le cinéma français, comme les séries françaises, peut-être l'exception c'est Arsène Lupin, ou peut-être Marseille, tout à fait, avec Gérard Depardieu et le Bureau des légendes, n'arrive pas à capter l'intérêt du monde. Et il y a un travail qui est fait, je pense qu'il y a une concentration, 600 millions d'euros vont être dépensés sur les 3 prochaines années pour la création de cinéma, pour justement savoir qu'est-ce que le téléspectateur, pas uniquement français, parce que déjà l'audience on en parlé en France n'est pas plus importante. Le plus grand partie des abonnés de Canal+ sont en dehors de la France. En dehors de la France. 13 millions sur 22 millions. Oui. Et donc il
va y avoir un travail pour justement capter des histoires qui peuvent intéresser, une histoire africaine, une histoire arabe. Tout à fait, tout à fait. Bien que le monde arabe ne semble pas être dans les calculs de Canal+. Pour se limiter au Maghreb. Et le Maghreb et toute la région arabe, pour attirer le plus de téléspectateurs, pour savoir qu'est-ce que... Par exemple, le film Red Notice et Don't Look Up, ne regardez pas en haut, c'est les films les plus vus sur Netflix, c'est presque 150 millions. Presque jamais vu. 150 millions de vues, il faut préciser. Donc, on n'aurait jamais 150 millions de vues pour un film. Donc, parce que Netflix et les équipes qui travaillent sur Netflix ont fait le choix pour savoir qu'est-ce qui peut intéresser le public. Et je pense que Canal+ va le faire. Parce que l'enjeu est justement d'attirer plus d'abonnés. Alors, Reda, j'ai une question. Je ne sais pas si tu pourras y répondre parce que ce n'est pas ton secteur, je le sais. Pourquoi Canal+, qui investit énormément d'argent dans le cinéma français, n'investit pas dans le cinéma africain et le cinéma maghrébin, par exemple? C'est parce que tout simplement, il faut voir les ressorts psychologiques même de ces entreprises-là. Elles baignent actuellement dans un environnement culturel qui est conservateur. Il faudrait d'abord, pour pouvoir faire des productions qui prennent en charge notamment les cultures locales en Afrique, il faudrait qu'en France, ils puissent par exemple encourager l'enseignement des langues africaines. Vous voyez par exemple entre l'Algérie et la France, lorsque les Algériens veulent par exemple ouvrir 2 ou 3 centres culturels supplémentaires dans des régions, dans d'autres régions en France, eh bien, il y a des réticences. Un centre culturel, il est destiné à enseigner la culture et la langue du pays d'origine pour les immigrés, par exemple. Eh bien, ça fait l'objet de beaucoup de tractations et ce n'est pas du tout évident. Alors que les mêmes personnes avec qui il négocie, c'est-à-dire le partenaire français, lui, va vouloir encourager l'enseignement de sa propre langue dans le pays d'origine, en Algérie ou en Tunisie. Donc, c'est dans cet environnement que baigne Canal+. S'il y a une plus grande ouverture culturelle, notamment en France, parce que c'est leur pays, vers ces contrées africaines pour l'enseignement, par exemple, du Hassaniya ou pour l'enseignement d'une quelconque langue bantoue, à ce moment-là, je pense que psychologiquement, les acteurs français pourront eux-mêmes produire des films qui sont compatibles avec ces cultures locales. Mais ça reste quand même, Canal+ reste quand même une chaîne ou un groupe qui investit beaucoup dans l'audiovisuel et le cinéma. Je cite seulement la série où on n'en a pas trop parlé, Les Sauvages, qui raconte l'histoire de l'émergence d'un Maghrébin qui devient président de la République française. C'est une fiction qui peut être devenir réalité d'ici quelques années, peut-être dans une décennie. Ça rappelle Roch Dizem, l'acteur d'origine tunisienne. Donc, ça va dans le sens. Ça me rappelle la série 24 heures à l'époque, quand ils avaient mis le premier président noir américain. Quelques années après, Barack Obama a été élu. On est revenu à la série en disant voilà, l'a bien vu. Oui, parce que ça va dans la thèse, peut-être renforcer les thèses, bien qu'ils sont totalement fausses, du grand remplacement défendu par Éric Zemmour, de l'extrême droite, et la dépossession défendue par Marine Le Pen, parce que pour expliquer à nos amis qui nous suivent, c'est que pour l'extrême droite européenne, notamment française, elle pense que toute la France sera remplacée par d'autres populations qui viennent d'autres cultures et d'autres visions. Et ce qu'a dit Reda est important parce que Canal+, oui, elle est dans une vision conservatrice, ça ne va pas la servir si elle veut se développer à l'international. Parce que si on veut parler un langage international, on doit accepter la diversité culturelle, accepter l'existence d'autres religions, d'autres idées aussi, d'autres opinions, pas uniquement les opinions de la droite. Et la bataille, bon, c'est expliqué par la responsable de Canal+, la bataille sera donc celle de la distribution, parce que Canal+ voudrait produire plus de films, plus de fiction, et il faut souligner aussi que Canal+ est un grand producteur de cinéma en France. Tout à fait, c'est l'un des plus grands défenseurs du cinéma en France. C'est le deuxième pilier, le deuxième pied avec celui de l'aide et des subventions du CNC.
CNC. Donc, effectivement... Sans le Canal+, le cinéma français n'aurait jamais servi. Absolument. Maintenant, l'idée, c'est de parler le langage international. C'est-à-dire, vous l'avez dit, sortir des histoires françaises pour raconter des histoires humaines. L'histoire peut être française, mais si elle s'adresse à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des gens, ça peut les interpeller, attirer de l'audience. Et là, c'est un grand travail qui est fait sur les scénarios. Pour clôturer ce débat, je rappelle juste une information, que la série Sauvage a été diffusée à l'Institut français d'Alger, justement, pour valoriser un petit peu ce qu'on appelle discrimination positive, qui met en valeur un Maghrébin qui devient premier magistrat de France. Peut-être que dans les prochaines élections françaises, il y aura un candidat d'origine algérienne, qui sait? Oui, qui sait, qui va concurrencer Éric Zemmour. Ouais. Voilà, merci Faisal, merci Reda pour ce débat. Tu veux rajouter quelque chose? Je veux rajouter quelque chose, parce que nous avons des téléspectateurs qui nous regardent, y compris en France. Pour certains, ils considèrent qu'Éric Zemmour est d'origine algérienne. Il y a déjà un Algérien. Ah, mais lui, il ne défend pas cette thèse. Hein, oui, de toute façon, oui, tout à fait, effectivement. Il n'est pas né en Algérie. Oui, ses parents sont nés en Algérie. Il semblerait qu'il ait été conçu ici et qu'il est né là-bas. Voilà, en 1950. L'essentiel. On reviendra là-dessus dans un autre débat. Voilà, je vous remercie. Merci Faisal, merci Reda pour cette sympathique discussion sur Canal+, son avenir en Afrique et surtout en Algérie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouveau débat sur la télévision et les médias. Bonsoir, restez branchés sur Al24 News.